Merci à tous d'être présents à la conférence qui va traiter de l'optimisation du processus de convergence géométrique par la visualisation physico-réaliste des véhicules. Je m'appelle François Debeuf. Je suis ingénieur chez Volvo Trucks. J'ai en charge la responsabilité de la qualité perçue pour les cabines du groupe Volvo-Renault. Je suis aussi analyste XR. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lionel Graff, je fais partie de... Plus fort, ok, je parle plus fort, d'accord. Donc je fais partie d'Autodesk et d'Autodesk Consulting en particulier. Donc mon rôle chez Autodesk, c'est d'accompagner nos clients dans l'adoption et la customisation de nos produits. Pour resituer rapidement le groupe Volvo, donc c'est un constructeur de poids lourds, c'est le deuxième mondial. Ça représente environ 100 000 employés répartis sur 17 sites autour du globe. On produit environ 200 000 camions par an, le tout pour un chiffre d'affaires d'environ 45 milliards d'euros. Je suis personnellement moi rattaché à la branche ingénierie cabine sur le site de Lyon, dans laquelle on va concevoir la structure de la cabine, les équipements extérieurs comme le pare-choc ou les feux, les déflecteurs, et tout l'intérieur du véhicule aussi. En transverse de ces différentes équipes, on va retrouver le service architecture et géométrie, qui va être garant de la cohérence technique de l'ensemble et du tolérencement des différentes pièces. Et encore en support de ces différents services, le service prestation et calcul, qui aura en charge les simulations pour tout ce qui touche au crash du véhicule, à la visibilité, l'aérodynamisme, mais aussi l'ergonomie et la qualité perçue. Et c'est au sein de cette équipe prestation qu'on retrouve l'équipe XR, qui a la responsabilité de délivrer des moyens de simulation immersifs ou visuels à destination des ergonomes, des responsables de prestation ou de la qualité perçue pour mener différentes études et réaliser des décisions dans les choix de concept. En ce qui concerne Autodesk, vous avez peut-être entendu parler d'Autodesk. On fournit des solutions logicielles pour l'architecture, la construction, le manufacturing, le media and entertainment. Mais plus particulièrement, je vais me concentrer sur la partie consulting que je représente aujourd'hui, qui fait partie de la branche Customer Success chez nous. Et notre mission, c'est pour nos clients de réaliser la valeur de l'investissement qu'ils ont fait dans les solutions Autodesk. Donc ça va faire intervenir de la consultation, du conseil autour de la fluidification des workflows, de la configuration, comme je l'ai mentionné précédemment, de la configuration, de la customisation de temps en temps. Il peut y avoir des cas particuliers, des workflows spécifiques qui nécessitent un peu de programmation, un peu de sur-mesure. Et c'est là où nous, consulting, on intervient. Et on fait aussi un petit peu d'accompagnement dans l'innovation, donc exploration technologique et cas d'usage spécifiques comme celui qu'on va vous partager aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui est assez vaste, donc on va commencer par présenter rapidement ce que c'est que la qualité perçue et dans quel contexte s'inscrit ce processus. La qualité perçue, c'est l'évaluation que va se faire d'un client de la qualité d'un produit, mais en se basant sur son ressenti. Donc ça passe par des canaux sensoriels principalement. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui touche principalement à la vue et directement à l'accotage des différentes pièces de carrosserie extérieures ou intérieures entre elles. Vous voyez sur les illustrations de droite qu'on a quelques panneaux qui sont légèrement mal positionnés les uns par rapport aux autres et qui donnent l'impression que le véhicule peut être mal fini. Tout l'enjeu pour moi en termes de responsabilité pour la qualité perçue, c'est de transformer ces sentiments subjectifs en quelque chose de mesurable afin de donner des cibles viables pour l'ingénierie qui travaille elle avec des valeurs chiffrées. Je vais préciser quelques notions. Vous m'entendrez parler de split lines. En fait, il s'agit de toutes les lignes rouges que vous voyez ici sur le véhicule qui correspondent aux démarcations entre les différentes pièces. Et lorsqu'on parle de jeu à affleurement, un jeu, c'est un espace entre deux pièces, dans le sens de la longueur, on va dire. Un affleurement, c'est plutôt la marge d'escalier entre deux pièces. Et la convergence géométrique, c'est un processus qui va permettre de sécuriser qu'on a justement un bon niveau de jeu et affleurement entre les différentes pièces visibles du véhicule. Ce processus-là, d'où est-ce qu'il vient ? Pour la qualité perçue, il est important de définir des cibles à tenir pour que le véhicule paraisse bien assemblé. Et on a besoin d'un alignement entre les différentes parties prenantes de la qualité perçue, donc le product design, la qualité perçue, l'ingénierie, mais aussi le personnel qualité de l'usine qui
réalisera des audits de qualité, des démérites sur les véhicules en fin de chaîne, qu'on a un alignement sur les cibles à tenir en termes de niveau de qualité perçu. Pour définir ces cibles, on a besoin d'une perception des jeux et affleurements dans le véhicule et autour du véhicule qui soit réaliste. Et ce niveau de réalisme-là, on ne peut pas l'atteindre avec un logiciel tel que CATIA ou SolidWorks. Il nous faut un moteur de rendu pour qu'on ait un comportement physiquement juste, physico-réaliste de la lumière dans les jeux pour avoir la bonne perception des jeux. Et c'est là qu'on travaille avec Autodesk VRED qui nous fournit un moyen de visualisation. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de VRED. Alors, on ne va pas passer une heure dessus, mais juste très rapidement, je voulais mettre l'accent sur la partie rendue. Donc VRED, dans son ensemble, c'est un logiciel de prototypage numérique. Il est très utilisé dans l'automobile, dans le transport en général, pour fabriquer des prototypes numériques et servir d'outil d'aide à la décision. Donc on va atteindre un niveau de réalisme visuel qui est suffisamment pertinent pour prendre des décisions sur ce qu'on voit, tout simplement. Donc ce qu'on voit, c'est très important. On va avoir plusieurs moyens de visualisation dans VRED, et c'est là où la versatilité de la plateforme VRED est intéressante, parce qu'à partir du même modèle numérique, on va pouvoir switcher très rapidement entre différents modes de rendu, que ce soit du rendu temps réel, donc vous avez beaucoup d'expériences XR autour de vous, ça va utiliser des moteurs de rendu temps réel, mais on peut également adresser des besoins de réalité virtuelle, de XR, et de rendu physico-réaliste, ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, avec un moteur qu'on appelle Ray Tracing, qui va simuler le voyage de la lumière et comment ça va produire une image qui va refléter d'une manière réaliste les objets et les pièces. Le moteur de rendu de VRED en particulier et son moteur Ray Tracing spécifiquement est intéressant aussi parce qu'il va permettre d'aller plus profondément dans la simulation. Donc on peut avoir des simulations simples lorsque le besoin est simple, tout simplement, mais on va pouvoir aussi aller plus loin. Donc là, on va parler de NURBS Ray Tracing si on veut avoir une définition géométrique précise des pièces. Et vous le savez probablement, parce que vous êtes tous des professionnels de la XR. La tessellation, c'est là où on va altérer la définition du modèle. Donc VRED a la capacité de s'affranchir de ce besoin-là et de rendre les surface NURBS mathématiques directement. Donc on va avoir une définition géométrique précise et exacte. On va pouvoir faire des rendus photométriques et parler de rendu spectral, mais qui est un sujet tout autre, bien plus profond que ce dont on va parler aujourd'hui. À titre d'exemple, j'ai mis juste une image là, juste pour illustrer la capacité du moteur de rendu, parce qu'il y a des cas d'usage plus ou moins exigeants. Celui de la lumière et de l'évaluation de comment la lumière va voyager à travers des matériaux complexes. C'est quelque chose qu'on peut également simuler avec le moteur de rendu de VRED. Donc là, c'est typiquement un cas d'usage automobile où on va essayer de détecter les concentrations et les défauts de dispersion de la lumière dans un matériau translucide. La convergence géométrique. On va rester à un niveau assez haut pour l'instant. Elle se compose de 4 grandes étapes. Le but, au tout départ du projet, ça va être de définir les cibles à atteindre en termes de jeu affleurement sur les différentes zones du véhicule. S'ensuit une étape de convergence sur ces jeux affleurements, justement en lien avec l'ingénierie, en lien avec Product Design. C'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Et ensuite, à la fin du processus, où on inclut le fournisseur, et à la fin les évaluations, vérifications et validations sur les maquettes physiques. Il faut bien comprendre qu'en fait les 3 premières étapes, elles se réalisent sans aucune maquette physique. Aujourd'hui chez nous, on travaille uniquement sur base de 3D rendu temps réel. Il n'y a aucune maquette à destination de la qualité perçue. Concrètement, comment est-ce qu'on définit les cibles de jeu affleurement ? Ça se passe dans une salle chez nous qui s'appelle la salle Powerwall, qui comporte un écran de projection à l'échelle 1, qui va nous permettre d'avoir la bonne perception des valeurs de jeu et des variations de jeu lorsqu'on va faire bouger les pièces.
Dans cette salle, on va retrouver les différentes parties prenantes de la qualité perçue, donc le géomètre qui calcule les chaînes de cotes pour la zone concernée, le responsable qualité perçue, un auditeur qualité de l'usine qui inclut dès le début du processus justement sur l'évaluation de ces jeux et est-ce qu'ils sont acceptables ou pas, le produit design et le responsable du composant en question. Ce Power Wall, c'est un outil d'aide à la décision qui a été corrélé. Il a été corrélé sur deux paramètres différents, sur la perception de l'échelle 1, ça c'est toujours en cours, et il a été corrélé sur la cotation des défauts entre la réalité et le modèle numérique, où là on a une très bonne corrélation aujourd'hui. Et c'est important que ces genres d'outils soient corrélés, ça nous permet d'alimenter le Virtual Trust et de savoir que les décisions qu'on prend sur ce modèle numérique, elles sont justes. Dans les faits, donc on récupère un modèle 3D issu de CATIA ou autre logiciel, on l'inclut dans le VRED, on applique nos textures, on lance le ray tracing, donc c'est un modèle qu'on peut manipuler en temps réel. Et les différentes pièces qui composent le périmètre étudié, le géomètre ponde sa machine avec la machine de rendu de VRED et on a la possibilité de manipuler la position des pièces en temps réel, ce qui va nous permettre d'évaluer, comme on voit sur la droite, là, on a en bas de pare-choc deux positions différentes du coin rond, à partir de quand le défaut il est perceptible et à partir de quand il est plus acceptable. Et lorsqu'on manipule ces pièces, les personnes qui évaluent le défaut et l'acceptabilité, ils n'ont pas conscience des valeurs qu'on a injectées justement pour le positionnement des pièces. C'est le géomètre qui, lui, va relever à partir de quand le défaut n'est plus acceptable et qui va rédiger ce qu'on appelle le contrat de jeu affleurement, qui va partir ensuite, lui, à destination des équipes engineering qui vont concevoir le sous-ensemble. La phase de conception et développement avance et parfois on se rend compte que les cibles qui ont été définies pour les jeux affleurement, eh ben, techniquement, elles ne sont pas tenables. Donc c'est là que les négociations elles commencent. Je vous invite à regarder sur cette image la zone qui est juste au-dessus du carré bleu. On avait par exemple une valeur maximum de jeu qui n'était pas acceptable ou une valeur de variation de jeu ou de désaffleur. À ce moment-là, on a deux solutions possibles. Soit on travaille sur le concept en lui-même, sur le découpage des pièces. Parfois, on peut optimiser la tolérance, les chaînes de cotes, pour réduire au maximum ces valeurs de jeu affleurement. Ou bien, on peut travailler sur l'optimisation des split lines, donc la démarcation entre les pièces, de manière à définir des nouvelles valeurs cibles, et ce, de deux façons. On peut travailler sur la définition de la section type, c'est la façon dont les pièces vont s'imbriquer les unes par rapport aux autres, ce qui fait qu'une même valeur de défaut de positionnement peut devenir visuellement acceptable. Et ça, on est en mesure de l'évaluer seulement si on a un comportement juste de la lumière dans les jeux. Si on travaille avec CATIA, ce ne serait pas réalisable. Donc on voit par exemple ici à droite qu'on avait fait une première itération où au lieu de finir en bord franc entre deux pièces, on avait inclus un chanfrein d'un côté, ce qui permet de mieux accepter les défauts de jeu maximum. Par contre, on avait un effet de boîte, c'est-à-dire qu'on a un espace qui apparaît quand on regarde le véhicule de 3/4 entre les deux panneaux. On a fini par solder ce problème-là en retravaillant encore la section avec Product Design de manière à rendre acceptable ce défaut. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ça permet de faire évoluer la demande en termes de cible gap and flush et donc de rendre le concept viable. D'un point de vue logiciel et moyens mis en œuvre pour réaliser ces évaluations, je voulais m'attarder sur l'aspect adaptable de la solution logicielle qui a été choisie ici pour servir ce besoin. Et m'attarder sur trois aspects en particulier du rendu. Donc le support de rendu, comment on va pouvoir visualiser le modèle digital qui est défini, quel est le contexte de visualisation qui peut être mis en œuvre, et surtout l'aspect outil sur mesure. Alors, François a mis en évidence un aspect assez critique dans ce workflow, c'est que l'outil des géomètres a été couplé à VRED, donc grâce à la capacité de customisation de VRED, son API, une API Python qui permet de développer par-dessus cette plateforme des cas d'usage très particuliers. Donc c'est là où, par exemple, le consulting peut venir en support de l'industriel pour développer ces cas d'usage particuliers. Donc là, ils ont connecté un outil métier
avec un outil de visualisation pour pouvoir servir un besoin de constatation visuelle d'une déviation géométrique. Ouais, merci. D'un point de vue rendu et type de rendu, je voulais juste mettre l'accent sur le rendu échelon. Donc à travers VRED, on a la capacité d'adresser un panel de moyens de visualisation assez large. Donc là, j'en illustre juste deux. Donc le Powerwall, nativement dans VRED, on a des fonctionnalités qui permettent d'adresser des clusters d'images. Donc on va pouvoir découper le rendu à afficher en plusieurs morceaux et c'est très facile à mettre en œuvre. Mais on peut aussi adresser des besoins où on va avoir du relief, de la stéréoscopie, des points de vue traqués. Et tout ça, c'est supporté nativement dans VRED et ça nécessite un minimum de configuration. Donc l'intérêt là, c'est que la facilité de mise en œuvre, elle est clé parce que dans le processus de qualité perçue, il y a plein de cas d'usage différents qui peuvent nécessiter des moyens de visualisation spécifiques. Un de ces cas spécifiques, c'est la revue collaborative. Donc, dans VRED, on est aussi capable de connecter plusieurs sessions ensemble et de se retrouver dans un espace digital à plusieurs, chacun son point de vue, avec forcément un avatar pour représenter les autres participants. Vous voyez en bas à gauche de cette image un exemple client qui n'est pas, qui n'est pas Renault Trucks, mais qui représente d'une manière assez édifiante jusqu'où on peut aller dans la conception d'espaces collaboratifs où on peut visualiser à l'échelle 1 un véhicule et tourner autour en toute liberté. Évidemment, lorsqu'on est en collaboration, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut synchroniser ces sessions au niveau des interactions, la visibilité de la position des objets, les variantes, puisqu'il peut y avoir plusieurs cas que l'on veut visualiser. Donc tout ça, ça peut être synchronisé entre les différentes sessions et ça peut aussi se produire dans des régions différentes. Donc par défaut, oui, par défaut, on va dire, VRED va communiquer avec les autres sessions via le protocole TCP/IP. Donc à partir du moment où les machines peuvent se parler entre elles peuvent être positionnées n'importe où dans le monde, elles vont pouvoir être connectées ensemble. Donc vous pouvez très facilement imaginer le cas d'usage où vous avez un bureau d'études qui est dans une autre région, dans un autre pays, et tout le monde peut se retrouver autour de la même maquette numérique. Ouais. Donc en synthèse, on retrouve les 4 principales étapes dont j'avais parlé tout à l'heure, donc la définition des cibles, la convergence gap and flush d'abord en interne puis avec le fournisseur, et enfin la convergence sur pièces physiques. Ce que je voulais montrer ici, c'est que la visualisation, elle intervient extrêmement tôt dans les phases d'études. Ce que vous voyez en haut qui s'appelle les DSM, c'est les livraisons par le product design des différentes surfaces de style. Les D, c'est le niveau de maturité le plus faible. En fait, c'est lorsqu'on a les premières surfaces, les premiers sketchs. Et les A correspondent aux surfaces finales, en prenant en compte toutes les sections types et les petites variations de surface. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, au niveau de la BDSM, donc lorsqu'on a atteint environ 95% de maturité sur les surfaces design, et qu'on a commencé à être avec le fournisseur, converger en termes de jeu affleurement et rendu acceptable ou arbitré les défauts de qualité perçue à hauteur de 95%. Ce qui veut dire que la dernière phase du projet, dont le lancement outillage, on est déjà certain du niveau de qualité qu'on pourra atteindre en termes de qualité perçue sur ce scope. Voilà. Donc ça nous permet de réduire drastiquement les coûts de développement, d'avoir des itérations très rapides en termes de boucle entre product design et engineering, hein, c'est de l'ordre des jours ou des semaines. Grâce aux dernières avancées qui ont été faites dans les types de rendus récemment, on peut imaginer d'autres cas d'usage de VRED pour la qualité perçue. Lénal, tu avais des... Oui, juste pour conclure et pour faire une petite ouverture. Ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les dernières évolutions du logiciel,
où on va, de la même manière que ce que je vous ai détaillé avant, supporter nativement des modes de visualisation qui sont beaucoup plus avancés. Donc on voit la réalité augmentée avec l'Apple Vision Pro à gauche, mais on peut aussi, par le biais de technologies tierces comme CloudXR par exemple, aller streamer ce contenu 3D sur n'importe quel support. Et ça, Vered, c'est très très bien le supporter et le mettre en œuvre. Et ça peut ouvrir un tas d'autres cas d'usage, et en particulier dans la qualité perçue pour visualiser le modèle comme si il était là très très tôt dans le processus de conception. Et ben c'est tout pour moi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Pardon. Je non, oui. Monsieur Walquin. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à l'aspect spectral que vous avez mentionné sur le moteur de rendu de Vered. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle est votre question en particulier? Quand on parle de spectral, c'est déjà combien de longueur d'onde et comment vous alimentez les matériaux? Alors, effectivement, on va pouvoir... donc pour les matériaux, ce qu'on va probablement privilégier, c'est des matériaux qui sont mesurés. Donc Vered aussi est capable de supporter les matériaux X-Rite. Donc le pipeline, quand on dit rendu spectral, c'est que en théorie, le moteur de rendu va pouvoir découper les longueurs d'onde. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous rentrez dans le pipeline de rendu. Donc la réponse courte, c'est en théorie, on sait supporter le rendu spectral. Le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce que vous donnez à manger au moteur de rendu. Donc oui, les matériaux sont un sujet. Les matériaux scannés, mesurés sont à privilégier. Mais il n'y a pas que les matériaux, il faut aussi prendre en considération l'environnement, comment vous allez éclairer le modèle, quel est le modèle d'éclairage qui a été utilisé pour la capture des matériaux, bien utiliser le même pour le rendu pour avoir une cohérence dans la définition des données qui sont données à manger au moteur de rendu. Mais c'est déjà disponible ou pas? Oui, c'est disponible. Mais ce que je veux juste dire, c'est que l'important, c'est le process. Le moyen de le rendre, oui, il faut le mettre en œuvre, on va dire. D'accord, mais ça dépend également de ce que peut absorber le moteur. C'est que du X-Rite? Oui. Okay. Bonjour, merci pour la présentation, super intéressant. C'est toujours génial de voir des exemples de rendu physico-réalisme. C'est mon métier depuis presque 20 ans maintenant. C'est quoi le coût à l'image d'un rendu Vered? Le coût à l'image d'un rendu Vered. Ouais. J'aurais bien du mal à répondre à votre question. Parce que de mon point de vue, le coût à l'image, c'est pas c'est pas seulement le rendu, c'est le pipeline de préparation de données. Là où passer le plus de temps, c'est à préparer l'information pour qu'elle ait une définition pertinente pour le rendu physico-réaliste. L'image en tant que telle, elle va être la production de l'image en tant que telle va être largement influencée par le matériel que vous avez derrière. Donc si vous avez des cartes graphiques dernière génération Blackwell, ça va être très efficace. Si vous utilisez du CPU, vous allez passer plusieurs heures, peut-être des jours, à calculer une image et à la faire converger suffisamment pour qu'elle soit pertinente d'un point de vue réalisme. Donc c'est difficile de répondre à votre question, il n'y a pas de coût à donner. Sinon, regardez quel est effectivement le pipeline qui a été mis en œuvre pour arriver à cette image. Et en plus de la réponse que tu apportes, je pense que nous, en tant qu'industriels, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que ça nous fait gagner? Quel est le gain économique à faire ça et le gain temporel? Parce qu'aujourd'hui, comme j'avais dit, mettre à jour un modèle sous Vered, c'est une question d'heures. Ça nécessite quelques jours de conception avant ça, de par
pour Product Design et pour les équipes engineering. Mais si on compare ça au coût de réalisation d'une maquette, au coût de modification d'une maquette, déjà en termes de temporalité, c'est très très différent, et en termes de ressources financières aussi. Et c'est pour nous, aujourd'hui, un réel gain qualitatif, économique et temporel là-dessus. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question du coup, mais c'était pour apporter un plus. Je pense que du coup, le coût de la maquette réelle est tellement important par rapport au prototyping virtuel que c'est anecdotique et du coup vous le calculez pas. Exactement. On peut même aller jusqu'à dire que les équipements pour rendre les images, c'est anecdotique par rapport au coût d'une maquette. Merci pour votre présentation. À moins que j'ai loupé, est-ce que vous utilisez le Powerwall pour d'autres cas d'usage que du jeu et affleurement Oui. Et si oui, lesquels oui. Si oui, lesquels Ça adresse plusieurs cas d'usage. Donc on peut utiliser le Powerwall pour les revues de jeux affleurement. Ça, c'est pour la qualité perçue. On va utiliser le Powerwall aussi dans d'autres cas de qualité perçue, mais aussi pour de la visibilité, pour de l'analyse de lumière, donc soit sur des headlamps, donc les phares à l'avant, étudier le faisceau lumineux qui est projeté vers l'avant. Donc déjà, est-ce qu'on répond à la réglementation? Donc ça peut se faire en fausse couleur, grâce à VRED, mais aussi en termes de rendu visuel. Ça, c'est plus pour la partie visibilité et qualité perçue. Et on réalise aussi des rendus sur de la lumière intérieure, qui donnent au moins une réponse en termes de tendance sur l'acceptabilité pour les ergonomes et la qualité perçue. Voilà. On utilise encore le Powerwall pour d'autres usages qui sont un peu plus entertainment, on va dire, des démonstrations à des clients. C'est un bel outil de communication. Chose que j'ai oublié de préciser dans la présentation, mais le Powerwall qu'on a, il permet de faire du rendu monoscopique ou stéréoscopique. Donc on a une perception des reliefs. Voilà. Et question peut-être complémentaire, merci pour votre réponse. Ça fait combien de temps que vous l'utilisez, ce Powerwall, puisque on peut imaginer effectivement, comme vous le disiez, que les maquettes physiques, ça devait être très, très long et coûteux à faire. Est-ce que vous sauriez dire de combien de semaines ou combien de mois vous avez gagné sur le développement des produits grâce à l'utilisation de ces technologies immersives? Alors je vais essayer de répondre en plusieurs fois, parce qu'il y a une question, c'est depuis quand est-ce qu'on l'utilise? Donc le Powerwall LED qu'on a présenté aujourd'hui en présentation, il est en activité depuis octobre l'année dernière. Mais on disposait déjà d'un Powerwall précédemment qui était par projection, qui lui était en place depuis 2008, si je ne me trompe pas, avec le même processus de convergence. Par contre, pour ce qui est du gain en termes de temps sur les projets, c'est pour moi difficile à évaluer parce que je n'ai pas connu la phase d'avant et qu'on utilise ce processus depuis fort longtemps. Par contre, le temps de réalisation d'une maquette, ça se compte en semaines ou en mois. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je peux faire passer le micro. Bonjour, d'abord merci pour cette présentation. Toujours une question sur le Powerwall ou bien sur la simulation en fait que vous faites pour les jeux, par exemple des camions. D'abord, combien de temps comment dire, pour faire une simulation de calcul de jeu, ça vous coûte combien de temps? Et si les options que vous avez mentionnées comme la tessellation, est-ce que ça affecte d'abord la précision de calcul? Est-ce que aussi ça augmente le temps de calcul? Et merci. Alors, lorsqu'on réalise des simulations de jeux affleurement sur le Powerwall, déjà on ne tesselle pas nos surfaces. On va essayer de conserver au maximum la qualité de surface qu'on a à l'origine. Et pour ce qui est du temps de calcul en fait du jeu, c'est instantané parce que la machine des géomètres étant pontée avec la nôtre, lorsqu'il déplace la pièce, nous on rend en temps réel l'image et c'est de l'ordre des secondes en fait pour afficher une image qui soit exploitable pour une décision. Voilà. Donc c'est quasiment immédiat en fait. On n'affiche pas sur le Powerwall des rendus fixes. On travaille directement avec le modèle 3D, dont les pièces bougent en temps réel si on le souhaite.